Un peu partout dans le monde se produisent des phénomènes que la science n'explique pas et qui défient toute interprétation logique. Le cadavre d'un homme apparaît mystérieusement comme s'il était tombé du ciel. Il était littéralement mort de peur. J'ai besoin de renfort. S'agit-il du premier cas britannique d'enlèvement par des extraterrestres? Au Mexique, une créature suceuse de sang attaque le bétail et fait des centaines de victimes. Serait-ce la preuve de l'existence d'une terrible espèce encore inconnue? Pour beaucoup, c'était le chupacabra. Quel est votre avis d'expert là-dessus? De nouvelles enquêtes cherchent à faire la lumière sur des affaires non élucidées. Je n'ai jamais rien vu de tel. Qu'est-ce que ça peut être? Il y avait un ovni ici. Le premier décolle, puis le deuxième. Des témoignages et des découvertes récentes ouvrent de nouvelles perspectives. Ce que j'ai vu était réel. Ça n'a aucun sens. Tout ce qu'on croyait savoir est remis en cause. Todmorden est une localité tranquille nichée au cœur des Pennines en Angleterre. Mais voilà plus de 30 ans que deux anciens policiers, Alan Godfrey et Malcolm Hagley, tentent de faire la lumière sur une série d'événements étranges. Des choses ont été étouffées. La vérité n'a pas toujours été révélée. Selon Malcolm et Alan, le mystère qui entoure un décès survenu en 1980 pourrait s'expliquer par un événement extraordinaire qui s'est produit la même année. L'agent de police Alan Godfrey est en patrouille. Plusieurs personnes nous avaient signalé la présence de vaches en liberté sur la route. J'ai sauté dans la voiture pour aller voir ça de plus près. Au bout de 5 minutes, Alan est contraint de s'arrêter. Un objet me barrait complètement la route. Les feuilles mortes qui auraient dû se trouver sur la chaussée tournoyaient tout autour. L'engin se trouve à 20 mètres à peine devant la voiture d'Alan. Il avait la forme d'un losange et se tenait à 1,5 mètre au-dessus du sol. Ça se bousculait dans ma tête. Je n'avais jamais rien vu de tel. Patrouille Echo Bravo, unité 2-0, à vous. J'ai besoin de renfort. Son appel reste sans réponse. J'ai commencé à dessiner l'objet et d'un coup un énorme flash. Ensuite, tout ce dont il se souvient, c'est d'être assis dans sa voiture. 40 minutes viennent de s'écouler sans qu'il en ait le moindre souvenir. Par ailleurs, il se retrouve 50 mètres plus loin de l'endroit où il s'était arrêté. Il avait disparu. Je ne sais pas ce que c'était, mais ça m'avait sacrément retourné. Encore sous le choc, le policier retourne immédiatement au poste. Je devais écrire un rapport sur ce qui s'était produit ce soir-là. Je l'ai remis à l'inspecteur plus tard dans la journée et je ne l'ai plus jamais revu depuis. Désormais, la loi exige des autorités britanniques que les rapports de police soient déclassifiés au bout de 20 ans. Mais lorsqu'en 2013, Alan demande à voir le fameux rapport, il se voit notifier une fin de non-recevoir. Mon rapport n'a jamais été rendu public. Ça laisse songeur, non? La question est de savoir pourquoi. Selon lui, c'est parce qu'il contiendrait des informations que les autorités ne voudraient pas divulguer. Des informations vitales pour résoudre une affaire non élucidée.
Juin 1980, 5 mois plus tôt. Alan Godfrey est appelé sur une scène de crime. Le corps d'un homme a été retrouvé sur un tas de charbon à proximité d'une voie ferrée très fréquentée. Son collègue, Malcolm Hagley, est là pour l'assister. C'était un drôle d'endroit pour trouver un corps. C'était d'emblée très suspect. On aurait dit qu'il avait été mis à cet endroit, comme si c'était fait exprès. Il n'y a aucune trace de pas autour du corps. Et il semblerait que quelqu'un l'ait rhabillé à la hâte. Il n'avait pas de chemise. Plus étrange encore, les policiers remarquent des brûlures sur la tête et dans le cou. Ça ressemblait à des marques d'électrodes. Certaines brûlures semblent avoir été soignées. Et l'homme gît sur le dos, le regard tourné vers le ciel. Le plus étonnant, c'était ses yeux. Ils étaient grands ouverts. Il donnait l'impression que l'homme était littéralement mort de peur. La priorité des deux policiers est d'identifier la victime. Ils finissent par découvrir qu'il s'agit de Zygmunt Adamski. Cet homme de 56 ans qui vivait à 32 km de là était porté disparu depuis 5 jours. Il n'avait aucune raison de se trouver à Todmorden. Il n'avait aucun lien avec la ville. Où était-il passé depuis 5 jours? Où se trouvait-il avant de finir sur ce tas de charbon? Personne ne le savait. Les enquêteurs pensent d'abord à une mort par overdose. Une autopsie est pratiquée, mais il n'y a aucune trace d'alcool ou de médicaments dans le sang de la victime. Les yeux sont ouverts, mais aucune pétéchie. Le médecin légiste conclut à une crise cardiaque. En revanche, les brûlures à la tête et au cou le laissent perplexe. Elle semble avoir été soignée avec une pommade verte et épaisse. Quelqu'un avait traité ces brûlures, mais qui? Sans doute à l'hôpital, mais on n'a jamais trouvé aucune preuve indiquant qu'il avait séjourné dans un quelconque hôpital. Les policiers qui pensent que ces brûlures résultent d'une électrocution creusent la piste de l'enlèvement et de la torture. Mais l'homme semble sans histoire et cette théorie est écartée. Un échantillon de la pommade verte est prélevé pour être analysé. Les résultats font l'effet d'une bombe. D'après le laboratoire de Weatherby, la substance était inconnue sur Terre. L'échantillon est comparé à 6500 autres substances, mais aucune correspondance n'est trouvée. Qu'est-ce qui a bien pu brûler la victime et la soigner avec cette pommade inconnue? Ou qui? L'enquête conclut à un décès sans cause déterminée et les autorités classent l'affaire. James Turnbull, le médecin légiste, s'est plus tard exprimé sur le sujet. Comment était-il arrivé là? Et qu'est-ce qui avait conduit à son décès? Ces questions n'ont trouvé aucune réponse. Pour Malcolm Hagley, les faits sont trop étranges, si bien qu'il décide de continuer l'enquête. Après le classement de l'affaire, il passe un coup de téléphone de manière officieuse. J'ai appelé le légiste et j'ai demandé qu'est-ce qui lui est arrivé à ce pauvre Adamski. Et il m'a répondu « Laissez tomber ». C'est là que j'ai commencé à me dire que quelque chose ne tournait pas rond. Tout ça n'avait ni queue ni tête. Comment Zygmunt Adamski est-il mort? Une révélation des plus surprenantes pourrait-elle être déterminante?
Ils ne sont pas humains. « 1980, Todd Morden, en Grande-Bretagne. L'agent de police Alan Godfrey pense avoir aperçu un ovni. Je ne sais pas ce que c'était, mais ça m'avait sacrément retourné. Plusieurs semaines auparavant, le corps du mineur Zygmunt Adamski a été retrouvé sans vie, comme s'il était tombé du ciel. Depuis plus de 30 ans, Alan et son ancien coéquipier, Malcolm Hagley, ont le sentiment que les autorités dissimulent les liens qui pourraient relier cette affaire à l'OVNI qu'Alan pense avoir vu. Il cache quelque chose. Il n'y a pas de doute là-dessus. Zygmunt Adamski est mort d'une crise cardiaque. Mais une fois l'affaire classée, le légiste qui a pratiqué l'autopsie a révélé la cause probable du décès. Il m'a demandé, connaissez-vous l'expression « être mort de peur » ? C'est la peur qui a provoqué sa crise cardiaque. Une montée soudaine d'adrénaline peut provoquer une arythmie cardiaque pouvant s'avérer fatale. Ce n'est pas aussi farfelu qu'on pourrait le croire. Il est tout à fait possible de mourir littéralement de peur. Chez certaines personnes prédisposées, une montée brutale d'adrénaline peut avoir un énorme impact sur le cœur. Elle peut provoquer soit un changement dans le rythme cardiaque, qui peut être fatal pour certains, c'est ce qu'on appelle une arythmie, soit un changement profond dans le fonctionnement et la forme du cœur, qui alors finira par lâcher. Qu'est-ce que Adamski a vu de si terrifiant au point d'en mourir? Alan Godfrey n'en avait aucune idée jusqu'à sa rencontre 20 semaines plus tard. À la suite de cette rencontre, des enquêteurs spécialisés en ovnis m'ont demandé si j'étais d'accord pour être hypnotisé. Alan n'a jamais pu expliquer ce qui s'était passé pendant les 40 minutes de perte de conscience. Il espère que l'hypnose menée par un psychiatre lui permettra de recouvrer la mémoire. La régression sous hypnose est filmée. Vous allez voir dans un instant que je vais me protéger les yeux en mettant les bras devant ma figure, à cause de l'intensité de la lumière. Que se passe-t-il, Alan? Seigneur, il y a une lumière éblouissante. La conclusion, c'est que j'ai été enlevé et que j'ai subi des examens médicaux. Il me touche. Il vous touche? Alan raconte que d'étranges créatures lui ont fait subir des examens. Leur tête ressemble à des lampes. Ils ne sont pas humains. Ces horribles créatures qui faisaient dans les 1 mètre m'attachaient des choses sur le corps. Et au vu de ma réaction sur la vidéo, j'étais clairement effrayé. Alan pense avoir été enlevé par des extraterrestres qui l'ont examiné de force. Ils sont horribles. Qui donc? Eux. L'hypnose n'est pas fiable à 100%. Je veux pas parler d'eux. L'esprit d'Alan lui jouerait-il des tours? Décrivez-les. Pour le vérifier, un autre psychiatre répète l'opération. J'en sais rien. 2 fois. Et à chaque fois, l'histoire est la même. Le fait de revivre exactement le même événement, de le redécrire pratiquement mot pour mot lors de 3 séances, menées par 2 psychiatres différents, ça laisse songeur, non? Pour Alan, la clé de la mort de Zygmunt Adamski réside dans son propre enlèvement par des extraterrestres. Ça m'est arrivé. Peut-être que c'est arrivé aussi à Zygmunt Adamski. Il peut très bien avoir été enlevé par des extraterrestres. Mais pour une durée beaucoup plus longue puisqu'il avait disparu depuis 5 jours. Le mineur a-t-il subi des examens semblables à ceux d'Alan?
Les brûlures sur son corps en sont-elles la preuve? D'autant que la pommade qui les recouvre n'est pas connue sur Terre, selon les scientifiques. Est-il possible que ce soit ces examens qui l'ont fait mourir de peur? Pour Alan, ses supérieurs de l'époque ont délibérément caché le lien entre ce qu'il a vécu et la mort d'Adamski. On m'a formellement interdit de parler aux médias de ma rencontre du troisième type ou du décès de M. Adamski. Pourquoi? Parce qu'il voulait étouffer l'affaire. Après 20 ans, les dossiers de la police sont systématiquement rendus publics. Mais ceux qui concernent la rencontre d'Alan et la mort d'Adamski sont toujours confidentiels. Pourquoi ne sont-ils pas déclassifiés? On nous cache la vérité. Qu'est-ce que les autorités tentent de dissimuler au grand public? Malcolm a réussi à convaincre d'anciens collègues de s'exprimer sur les deux affaires et du lien troublant qui les relie. Il a retrouvé un ancien inspecteur, Gary Hazeltine. Je fais des recherches depuis janvier 2002. J'ai créé une base de données alimentée par des policiers au sujet d'OVNI. Ça leur permet de dire qu'ils ont vu quelque chose de bien réel. La base de données contient des témoignages qui concordent avec la rencontre d'Alan en novembre 1980. Il doit y avoir 5-6 policiers et un civil qui corroborent le fait qu'il y a bien eu quelque chose d'étrange dans le ciel, dans cette zone. J'ai besoin de renfort. Malcolm est allé à la rencontre d'un de ses témoins. L'ancien policier John Porter était en service avec 2 collègues ce soir-là, et il a accepté de témoigner publiquement. On avait quitté le commissariat d'Halifax pour chercher des motos volées qui avaient été balancées dans les carrières. On avait fait une bonne centaine de mètres en direction des carrières et d'un coup, on s'est retourné. Personne n'a rien dit et on s'est retourné comme ça. Et dans le ciel, il y avait cette lumière bleu acier. Elle bougeait par pulsation. Ce n'était pas un flash, mais des pulsations. À l'instar d'Alan, John est tout retourné par ce qu'il voit. Je me tenais là et les poils de mes bras se sont hérissés. L'objet n'arrêtait pas de faire d'énormes arcs de cercle dans le ciel. De 30 km de distance. En 1 seconde. C'était sacrément rapide. Grâce à ces informations, Malcolm est en mesure d'établir une chronologie des différentes manifestations ce soir-là. À 4 heures du matin, John Porter et ses collègues aperçoivent un objet non identifié 16 km plus loin, sur la tourbière au-dessus d'Halifax. 2 autres policiers déclarent avoir vu un objet se dirigeant vers Todmorden. À 5h05, Alan Godfrey fait sa rencontre en centre-ville. 6 autres policiers s'accordent sur le fait qu'il y avait bien quelque chose dans le ciel de Todmorden ce soir-là. Il y a tellement d'autres témoignages que celui d'Alan. Des témoignages qui émanent de gens tout à fait respectables. Ça pourrait indiquer la présence d'extraterrestres. Un nouveau témoignage pourrait-il enfin lever le voile sur le décès de Zygmunt Adamski? Nous étions devant chez nous, à Todmorden, quand nous avons aperçu une lumière descendre du ciel. Et au Mexique? Avec ma loupe, c'est mieux. Une créature légendaire a-t-elle enfin été capturée? La mort mystérieuse de Zygmunt Adamski en 1980 serait-elle la conséquence d'un enlèvement extraterrestre? C'est la théorie de l'ancien policier Alan Godfrey. Il pense qu'il lui est arrivé la même chose 5 mois plus tard. Son ancien coéquipier, Malcolm Hagley, est sur le point de dévoiler le lien entre les 2 affaires.
L'ancien inspecteur Gary Hazeltine a mis la main sur une information des plus cruciales. Je suis tombé sur plusieurs affaires grâce à un groupe d'études sur les ovnis basé à Manchester. Il s'agirait d'une preuve reliant l'enlèvement d'Alan à la mort de Zygmunt Adamski le 10 juin 1980. Il y a eu des observations les 8, 9 et 10 juin dans la zone Todmorden-Bradford. Un couple de Todmorden aurait aperçu quelque chose dans le ciel la veille du jour de la découverte du corps d'Adamski en centre-ville. Le couple a préféré rester anonyme. Nous étions chez nous, à Todmorden, et nous avons entendu des bruits au-dessus de notre maison. Quand nous sommes sortis, nous avons aperçu une lumière descendre du ciel. Puis une énorme lumière circulaire rouge et verte au-dessus du toit. L'objet est ensuite remonté en silence jusqu'à disparaître. Tout cela prouve qu'à peu près à la même heure, il y aurait bien eu un ovni qu'on pourrait relier à l'affaire Adamski. L'observation a eu lieu à l'endroit exact où Zygmunt Adamski aurait été lâché depuis le ciel. À 500 mètres à peine du lieu où Alan a été enlevé. Adamski semble être mort de peur et ses brûlures à la tête et à la nuque sont recouvertes d'une pommade verte qui reste à ce jour d'origine inconnue. Cette affaire tout bonnement incroyable pourrait être le premier cas d'enlèvement extraterrestre en Grande-Bretagne. Voilà 30 ans que Malcolm et Alan se battent pour connaître la vérité. Mais malgré toutes leurs demandes, les dossiers de police leur sont interdits d'accès, alors qu'ils auraient déjà dû être déclassifiés. Quand la production a demandé à voir le dossier de l'affaire Adamski, la police nous a rétorqué n'avoir que des coupures de presse dans ses archives. Ils font de la rétention d'informations. L'accès au dossier est interdit. C'est toujours top secret. De l'autre côté de l'Atlantique, des événements extraordinaires repoussent les limites du possible. Au Mexique, un tueur assoiffé de sang fait plusieurs centaines de victimes animales. Il n'y avait pas une seule goutte de sang. La créature a dû l'aspirer ou un truc comme ça. Pour beaucoup, c'était le chupacabra. La peur d'un prédateur terrifiant est-elle véritablement fondée? Vous avez trouvé ça où? Il a bougé. Défonce-le, ce truc. Zapotitlan Salinas, à 200 km au sud-est de la capitale mexicaine. Une petite localité entourée par un désert aride. Une terre où abondent des mythes et des légendes liées au surnaturel. Mais ce qui s'est produit ici en août 2010 est extraordinaire, même pour les habitants de la région. Un matin, la fermière Domitila Cortez a un mauvais pressentiment. J'ai demandé à mon mari d'aller voir les chevreaux qui gémissaient beaucoup. Quand Pablo Cortez arrive au corral, les gémissements se sont arrêtés. « 90 chèvres étaient mortes. Quand je suis arrivé, les bêtes étaient entassées là-bas. C'est une véritable hécatombe. Et ce n'est que le début. En moins de 2 mois, ce sont 300 chèvres de 7 fermes différentes, réparties sur tout le territoire, qui sont tuées. On ne comprenait pas pourquoi aucun morceau de viande n'avait été mangé. Et plus troublant encore, il n'y avait pas une seule goutte de sang. La créature a dû l'aspirer ou un truc comme ça. la fermière Josefina Barragan a elle aussi retrouvé la moitié de son troupeau vidé de son sang. C'était terrible. Une horreur absolue. Voir comment elles étaient, j'ai eu des frissons dans tout mon corps. Je ne savais plus quoi faire.
J'aurais pu me mettre à courir, mais je suis restée figée comme une idiote. Qu'est-ce qui a tué toutes ces chèvres? Le journaliste Herman Nolasco de la ville voisine Tehuacan est dépêché sur place. Ce que j'ai vu, ça m'a fait un choc. Je n'avais aucune explication logique ou journalistique. Personne n'avait vu la créature. Tout le monde avait extrêmement peur. La population ignorait à quoi elle avait affaire. Le journaliste interroge les fermiers au sujet de ces attaques étranges. J'ai retrouvé 2 ou 3 personnes à qui c'était arrivé. Et leur récit m'a fait froid dans le dos. La créature avait mordu les bêtes à la nuque et les avait vidées de leur sang. Les habitants ont peur que le tueur qui rôde soit tout droit sorti d'une légende populaire. Pour beaucoup, c'était le chupacabra. Littéralement, chupacabra signifie suceur de chèvre. La bête aurait été aperçue pour la première fois au milieu des années 90. Depuis, les observations se sont multipliées au Mexique et sont souvent associées à des massacres de bétail. Pour les Mexicains, le chupacabra est une chèvre déguisée et dotée d'ailes. Il peut attaquer et mordre les animaux au niveau du cou pour les vider de leur sang et les laisser sans vie. Ken Gerhardt a vend des articles du journaliste. Ce cryptozoologue texan passe sa vie à recueillir des preuves de l'existence de prédateurs inconnus sur le continent américain. La culture mexicaine est pétrie de spiritualité, dont les composantes principales sont la superstition et le folklore. On interprète souvent des événements hautement imprévus comme des manifestations du surnaturel. Ken souhaite vérifier la thèse officielle. Les responsables du carnage seraient des chiens. Les autorités avaient capturé 3 chiens sauvages et les avaient mis à mort. C'est le chef de la police, Leonardo Sanchez, qui était chargé de l'affaire. Il n'a jamais souscrit à l'explication officielle. On avait affaire à quelque chose de totalement nouveau. Et à ce jour, on ne sait toujours pas quel animal a tué ces pauvres bêtes. Maintenant qu'il ne fait plus partie de la police, il a accepté d'aider Ken Gerhardt. Est-il possible que des chiens sauvages soient derrière ces tueries? Pour le savoir, les 2 hommes retournent au ranch où 25 chèvres avaient été massacrées. Teodoro, est-ce que vous pouvez me montrer où se trouvaient les blessures? Si on prend une chèvre, vous pouvez m'indiquer l'endroit exact? Ah voilà, c'est bon. Les morsures étaient situées à ce niveau-là. On voyait bien la marque des crocs. Il saignait d'ici. Toutes les blessures étaient au niveau de la gorge et du cou? C'est ici qu'il y avait les marques des crocs. Toujours à cet endroit. Les crocs étaient fins, longs et tranchants, comme ceux d'un félin. Si toutes les chèvres se sont fait mordre au niveau du cou, l'hypothèse des chiens est peu probable. Le problème de la théorie des chiens sauvages, c'est l'absence de sang. Si c'était des chiens qui avaient attaqué et tué un troupeau entier de chèvres, alors il y aurait eu un vrai bain de sang. Herman Nolasco partage cet avis. Il s'est penché de plus près sur les chiens accusés par les autorités et il a trouvé une autre faille. La théorie ne tient pas debout. 3 chiens quasiment rachitiques n'auraient jamais pu tuer autant de bétail. Si ce ne sont pas des chiens, alors quel prédateur de la région serait suffisamment fort pour tuer des centaines de chèvres en une seule morsure au cou? Il est tout à fait probable que le responsable de ces massacres
soit un puma, pris d'une folie meurtrière. C'est un fait avéré que des pumas rôdent dans la région. J'hallucine. C'est un... Tu filmes? Ouais. Oh la vache, c'est fou. Cette image rare d'un prédateur date de 2008. On devrait la sauver. Elle illustre parfaitement comment un puma s'y prend pour étouffer une biche en la mordant au cou. En général, il y a peu de sang versé. On sait aussi que les pumas tuent souvent par simple plaisir. Il y a eu un cas dans l'Utah où 2 pumas ont tué plus de 100 moutons en une seule nuit. Les cadavres de chèvres portent-elles la marque d'une morsure de puma? Ken retourne voir Leonardo pour examiner des photos prises lors de l'enquête du journaliste. Regardez. On voit bien sur cette photo que l'animal est en un seul morceau. Il n'a pas été dévoré. Les propriétaires disent qu'il a été vidé de son sang. Même s'il s'agissait d'un puma, jamais il n'aurait pu vider les bêtes de tout leur sang. Ce sont les traces de morsure? Oui. Elles sont très profondes, non? Oui. Le seul animal connu pour aspirer le sang de ses victimes sans pour autant les tuer, c'est la chauve-souris vampire. Doit-on alors accorder du crédit à ces allégations faisant état de plusieurs centaines de chèvres vidées de leur sang? Ou n'est-ce qu'une légende? Ken part à la rencontre d'un autre fermier qui pense, lui aussi, que son bétail a été attaqué par une créature suceuse de sang. Monsieur Cortés. Comment allez-vous? Que puis-je pour vous? 90 de ces chèvres ont été tuées en l'espace d'une seule nuit. Il n'y avait plus du tout de sang, plus une goutte. Il n'y avait pas une seule goutte de sang. On s'en est rendu compte parce qu'on les a ouvertes pour voir dans quel état elles étaient. Il n'y avait plus de sang. 90 bêtes et pas de sang. La créature a dû leur aspirer le sang ou un truc comme ça. Les Cortés ne sont pas les seuls à faire état de cette créature suceuse de sang. La créature leur a sucé le sang. Il ne restait rien. On est arrivé à la conclusion que le sang avait été aspiré ou bu par le même animal. Sincèrement, ça ne tient pas debout. C'est soit une espèce connue qui a adopté un comportement totalement inhabituel, soit c'est un prédateur que la science ne connaît pas. C'est la conclusion que la population craignait d'entendre depuis longtemps. Si cette créature qu'on appelle Chupacabra existe bel et bien, alors elle risque de frapper à nouveau. Les propriétaires de bétail dans toute l'Amérique latine font état de ce genre de massacre depuis plus de 20 ans. Bien sûr que j'ai peur. Quand je vais au champ, je me dis qu'il peut surgir de nulle part. Les gens ont peur qu'une fois qu'il en aura terminé avec les bêtes, ils ne s'en prennent directement à nous, les humains. Le Chupacabra rôderait-il au Mexique? Et a-t-on réussi à le filmer? Quand ils ont observé cette étrange créature, ils ont bien vu qu'elle n'avait qu'un seul œil. Il a bougé. Du coup, ils ont été pris de panique. Le cryptozoologue Ken Gerhardt enquête sur les mystérieux massacres de bétail à Puebla, au Mexique. Des troupeaux entiers de chèvres ont été décimés et vidés de leur sang. Après avoir épuisé toutes les explications rationnelles, Ken doit prendre en compte une peur ancrée dans la population. C'est le Chupacabra, une créature légendaire qui serait responsable. Leonardo Sanchez, l'ancien agent de police chargé de l'enquête à l'époque, voudrait lui montrer quelque chose. À l'époque, il a trouvé des empreintes qu'il n'a pas reconnues autour des corrals, là où les chèvres avaient été vidées de leur sang. Vous pouvez me redessiner l'empreinte que vous aviez trouvée? Allez-y.
Malheureusement, la preuve photographique n'existe plus. 15 cm. Oui. Trois orteils seulement? Oui, seulement 3. Je ne peux pas dire avec exactitude ce que c'était. Le coussinet arrière me fait pencher du côté des prédateurs, un mammifère. Mais le fait qu'il n'a que 3 orteils, c'est très inhabituel. Tous les prédateurs ont 4 orteils et un coussinet, pas 3. Serait-ce l'empreinte du tueur inconnu? Est-ce celle du Chupacabra? Ken invente une nouvelle preuve stupéfiante dans le Michoacán, l'État voisin. Le journaliste Salvador Mora a la vidéo d'une créature non identifiée qui aurait tué du bétail. Certains massacres peuvent être imputés à cette créature bizarre. Des chèvres et d'autres animaux ont été retrouvés sans une seule goutte de sang. Voilà pourquoi on fait le rapprochement évident avec le Chupacabra. En octobre 2013, des fermiers travaillent au champ quand leurs chiens deviennent distraits. Ils sont attirés à un endroit bien particulier dans les broussailles. Et soudain, ils ont vu quelque chose bouger. Un truc bizarre. C'est quoi? De prime abord, ils l'ont vu à 4 pattes. Mais quand ils se sont approchés, l'étrange animal s'est mis sur 2 pattes. C'est là qu'ils ont vu qu'il n'avait qu'un seul œil. Craignant que le monstre ne les attaque, les fermiers paniquent. Il a bougé. Défonce-le, ce truc. Ils lui ont coupé la tête. Et ils ont donné le corps à manger à leurs chiens. Et ensuite, ils ont examiné la tête. C'est ce qu'on a là sur cette vidéo. Ça ne ressemble en rien à toutes les descriptions du Chupacabra que j'ai pu entendre jusqu'à présent. Il existe tellement de canulars et je suis toujours sceptique devant ce genre de vidéo. Est-il possible que ce soit un faux? Cette vidéo serait-elle un canular extrêmement bien ficelé? Les fermiers m'ont confié la vidéo en main propre. Ils avaient extrêmement peur. Voilà pourquoi je pense qu'elle n'est pas du tout trafiquée. Ce qu'ils ont vu est authentique. Sans preuve physique réelle, sans une carcasse qu'on pourrait examiner, toute cette affaire est boiteuse. Sans preuve véritable, Ken est contraint de continuer sa quête du tueur de chèvres. Il prend la route de Tepic, à 400 km de là, pour rencontrer le père Antonio Aguilar. Bonjour mon père. Bonjour, c'est un réel plaisir. Enchanté. Au pied de ces montagnes, des fermiers ont également découvert une créature qui aurait tué leur bétail. Faut partir! Mais cette fois-ci, la preuve qu'ils ont récupérée est beaucoup plus tangible. Quand j'ai eu cette créature dans les mains, j'ai remarqué qu'elle était morte depuis très peu de temps. Avec ma loupe, c'est mieux. Dès que le père Aguilar se voit confier la bête, son premier réflexe est de la préserver. Il était grand. Il ne rentrait pas bien dans le bocal. Et quand j'ai enfin réussi, j'ai ajouté de l'alcool. Bien que la créature ait diminué en taille, ses caractéristiques ont été sauvegardées. C'est vraiment bizarre comme bestiole. Il y a encore des poils, non? De la fourrure? Oui. Les 8 membres se terminent en sabots, comme un chevreau. À l'origine, la créature mesurait 50 cm de long. Elle possède 2 queues, une sur le devant et une à l'arrière. Ses 8 membres se terminent par des sabots. Elle a 4 oreilles, dont 2 qui ressemblent à des cornes.
En quoi était-elle liée aux différents massacres? Beaucoup de chèvres avaient été tuées. Elles avaient été marquées au niveau du cou par celui qu'on appelle chupacabra. D'emblée, je me suis dit que c'était peut-être une espèce d'artiodactyle mal formé. C'est dans cette classe qu'on range les chèvres et les moutons, par exemple. Le père me semble très sincère. Il est persuadé qu'il s'agit d'une créature étrange, peut-être même du chupacabra. Moi, j'ai encore des doutes. Du coup, il me faut l'avis d'un expert. Ken a enfin une preuve tangible qu'il va pouvoir faire analyser. Cette créature est-elle le résultat d'une malformation congénitale? Ou est-ce un prédateur jusqu'alors inconnu, capable de tuer des chèvres à grande échelle? Pour le vérifier, Ken va à l'université du Nayarit. Il a rendez-vous avec le pathologiste vétérinaire Carlos Montero. Quel est votre avis d'expert là-dessus? Je ne peux pas dire exactement de quoi il s'agit. Apparemment, il y a des sabots aux pattes. Ils forment un seul bloc. D'autres caractéristiques indiquent que ça pourrait être un petit ruminant. Mais ce n'est pas un animal commun. Il faudrait que je prélève des échantillons de tissu pour faire une analyse ADN. Entendu. Avant de lancer un test ADN, il doit s'assurer que l'alcool contenu dans le bocal n'a pas été contaminé. Vous voulez bien m'aider? Merci. C'est très acide. La solution est extrêmement acide, avec un pH de 4. Il y a donc eu contamination. Il y a eu un temps de décomposition avant qu'il ne soit préservé. Du coup, on ne détectera pas d'ADN. Une analyse ADN fiable s'avère impossible. L'identification de la créature n'ayant pas pu être faite, un climat de peur continue de tenailler la petite localité. Ils disaient que c'était le diable. En tant que prêtre, je me devais de leur donner une explication. Depuis que la créature a été trouvée, le père Antonio Aguilar cherche à apaiser les peurs de ses paroissiens. Mes enfants, je vous demande de ne pas avoir peur. Il existe nombre de créatures et c'est le Seigneur qui nous montre sa grandeur. L'identité du tueur assoiffé de sang, responsable de la mort de plusieurs centaines de têtes de bétail au Mexique, reste un mystère. Il est probable que cet animal soit toujours en liberté. Il met en péril la vie des habitants. On fait régulièrement la découverte de nouvelles espèces. Puebla est une zone isolée. C'est exactement l'endroit où je m'attendrais à voir se cacher un nouvel animal.